Le Guen créé en 1970 et donc plus particulièrement axé sur le droit des brevets, le droit des marques, le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles, et puis les droits connexes type concurrence déloyale et parasitisme. Le cabinet est implanté à Paris et dans le Grand Ouest, comme vous pouvez le voir, Rennes, Saint-Malo, Angers, Caen, et puis une agence également à Munich auprès de l'Office européen des brevets. Une taille de 25 personnes environ. On travaille pour des grands groupes, des startups, des jeunes entreprises innovantes. Et notre domaine, on va dire, de prédilection, ce sont les domaines très liés à l'électronique, les télécoms, l'intelligence artificielle, bien évidemment la mécanique. Donc on intervient auprès des entreprises pour la rédaction notamment des demandes de brevets, et puis ensuite toute la partie protection et l'aspect précontentieux. Donc il y aura une présentation tout à l'heure sur un aspect plus technique, notamment en relation avec l'intelligence artificielle, le software, qui sera réalisé par Monsieur Olivier Or, collaborateur du cabinet. Je laisse la parole à Pauline pour l'INPI. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis chargée d'affaires à l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle et c'est un établissement public dont l'activité principale et historique est d'examiner et de délivrer les titres de propriété industrielle pour la France, donc les marques, les dessins et modèles et les brevets essentiellement. Alors, l'INPI a d'autres casquettes que vous pouvez voir sur la slide, mais que je ne vais pas détailler. L'une d'elles est toutefois d'accompagner les entreprises innovantes sur tous les aspects qui sont liés à la protection de leur propriété intellectuelle et à la valorisation de leurs actifs, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, si vous souhaitez échanger sur ces points-là ou en savoir un petit peu plus sur les accompagnements qu'on propose, je vous invite à me contacter directement après la conférence ou alors à contacter mes collègues Virginie et Stanislas qui feront la deuxième partie de cette matinée. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de protection numérique, on va juste resituer un petit peu les actifs immatériels dont on va parler ce matin pour que tout soit bien clair dans votre esprit. Toute entreprise possède des actifs immatériels qui présentent une valeur pour elle et qui lui procurent un avantage économique. Ça peut être une marque, ça peut être une innovation, ça peut être un logiciel, ça peut être des secrets de fabrication, des informations confidentielles. Donc, le panel est vaste. Et ces actifs, on les groupe en deux familles. Le savoir-faire que vous voyez sur la droite de l'écran, qui va concerner les informations secrètes. On appelle ça le savoir-faire ou le secret des affaires. On en parlera un petit peu à la fin de la présentation. Et l'autre grande partie, c'est la propriété intellectuelle que vous voyez dans le cadre rouge, qui elle-même se divise en deux familles. La propriété littéraire et artistique, qu'on appelle aussi le droit d'auteur, et qui va regrouper les œuvres classiques, mais également les logiciels et les bases de données. C'est un petit peu moins connu. Et on a la propriété industrielle qui regroupe les brevets, les marques, les dessins et modèles dont on parlera également. La grande différence entre ces deux familles, c'est qu'en matière de propriété industrielle, vous avez un dépôt obligatoire à réaliser pour avoir un titre, alors qu'en matière de propriété littéraire et artistique, il n'y a pas de dépôt obligatoire. Le titre et la protection existent dès la création de l'œuvre. On va en reparler aussi un petit peu plus tard. Alors ce matin, on va s'intéresser aux actifs numériques. On va donc parler logiciel, pas mal, parler de la protection du droit d'auteur pour le logiciel, du brevet également. On évoquera aussi les bases de données et le savoir-faire de façon un petit peu plus succincte. Et on va commencer tout de suite avec le logiciel. Donc le logiciel, il n'a pas de définition juridique, mais en tout cas, c'est un élément qui est composé de plusieurs parties. Vous en voyez certaines sur l'écran et ces différentes composantes bénéficient de protections différentes. Il y a d'abord un certain nombre d'éléments qui sont protégés par le droit d'auteur. Ça va essentiellement être le code source du logiciel. Ça, c'est vraiment le cœur du logiciel. Donc, le code source est protégé par le droit d'auteur. Mais on a également le matériel de conception.
Ça peut être des dossiers d'analyse fonctionnelle, des maquettes, des prototypes. Tous ces éléments qui sont à l'origine du logiciel sont également protégés par le droit d'auteur et aussi les interfaces graphiques, c'est-à-dire la présentation visuelle, le look and feel de votre logiciel. Ça aussi, c'est protégé par le droit d'auteur. On a d'autres éléments qui sont exclus de la protection du droit d'auteur, mais qui bénéficient tout de même d'une protection, vous allez le voir. Les algorithmes, les fonctionnalités du logiciel qui peuvent, sous certaines conditions, être protégées par les brevets. Le titre du logiciel également, qui peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques. Et aussi les bases de données qui ne figurent pas sur la slide, mais qui sont une des composantes d'un logiciel. Alors, le droit d'auteur, donc, qui protège notre code source essentiellement, il a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il ne protège pas les idées, ni les concepts. Le droit d'auteur ne s'applique qu'aux œuvres qui sont matérialisées, qui sont formalisées. C'est-à-dire que si vous avez l'idée d'un logiciel qui va avoir tel ou tel effet, telle ou telle fonctionnalité, si c'est juste une idée, il n'y a pas de protection par le droit d'auteur possible. Par contre, à partir du moment où ce logiciel commence à exister par le biais d'un cahier des charges ou même par le développement du code source, là, vous pouvez bénéficier de la protection du droit d'auteur parce que votre œuvre est formalisée et prend vie, prend existence, commence à exister. La deuxième particularité du droit d'auteur, c'est que le critère de protection, c'est l'originalité. L'œuvre doit être originale pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Alors, l'originalité, ça a fait l'objet de pas mal de débats en matière de jurisprudence sur qu'est-ce qu'on entend par originalité. Si vous deviez retenir juste une chose, c'est que si l'auteur a fait des choix, il y aura a priori originalité de l'œuvre. Donc des choix, ça veut dire si l'auteur s'est sorti d'une logique automatique et contraignante lorsqu'il a développé son code et qu'il a au contraire fait des choix qui lui étaient propres, on parlera a priori d'originalité de l'œuvre et donc de protection par le droit d'auteur. Le troisième point important quand on parle de droit d'auteur, on l'a évoqué très vite tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de dépôt obligatoire pour bénéficier de la protection. Elle est automatique dès que l'œuvre commence à exister. Donc vous allez me dire, c'est super, mon logiciel est protégé dès sa création et vous avez raison. Il y a toutefois une petite nuance à apporter, un petit bémol, c'est qu'il est parfois difficile de prouver ses droits. La difficulté est souvent en matière de droit d'auteur de prouver qu'on a des droits sur un code source, sur un logiciel, de prouver qu'on avait l'antériorité par rapport à un prétendu contrefacteur qui aurait repris des éléments de notre code. Et pour pallier à cette difficulté, il est recommandé de faire ce qu'on appelle un dépôt probatoire. Un dépôt probatoire, ce n'est pas un titre de propriété industrielle, c'est un dépôt qui va servir à prouver vos droits, donc à dater la création de façon certaine, à en prouver la consistance et à prouver que vous en êtes le titulaire au moment du dépôt. Ce dépôt probatoire, vous pouvez le faire auprès de l'INPI par le biais d'un outil qui s'appelle l'enveloppe solo, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et il y a également d'autres acteurs qui proposent des dépôts probatoires, par exemple l'Agence pour la protection des programmes, Logitas, mapreuve.com. Enfin, il y a tout un tas d'acteurs qui proposent ce type de service. Alors, le droit d'auteur, bon là, on va aller vite. Il a 2 grandes composantes, le droit moral, le droit patrimonial. Le droit moral, c'est tout ce qui va concerner le respect au nom de l'auteur, l'intégrité de l'œuvre, etc. En matière de création technique, c'est très limité, on ne va pas s'appesantir. Et le droit patrimonial, ça, c'est la possibilité pour l'auteur ou le titulaire d'une œuvre d'autoriser ou d'interdire sa reproduction ou sa représentation sous certaines conditions. Et la durée de la protection, elle est de 70 ans après la mort de l'auteur. C'est une protection qui est très longue. Donc voilà, on a balayé très vite la protection du code source par le droit d'auteur. On va faire une petite aparté sur les bases de données avant de parler brevet. Alors, les bases de données, on souhaitait en parler puisque la data aujourd'hui, elle est incontournable dans notre environnement numérique. On parle beaucoup de big data, c'est la nouvelle valeur des entreprises. Et les bases de données, il faut les protéger parce qu'elles sont souvent onéreuses à mettre en place et elles sont véritablement une valeur pour l'entreprise. Il se trouve qu'il existe une double protection pour les bases de données.
La première va concerner l'architecture de cette base de données, c'est-à-dire sa présentation, la façon dont elle est ordonnancée. Donc, si cette architecture a été l'objet de choix particuliers de la part de son auteur, le droit d'auteur peut s'appliquer, avec les mêmes recommandations que j'ai fait juste avant, faire un dépôt probatoire pour se constituer la preuve de ses droits. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la protection du contenu de la base de données. Et il existe un droit spécifique qui a un nom un petit peu barbare, ça s'appelle le droit sui generis des bases de données, qui vient protéger le contenu d'une base de données à condition que la constitution, la vérification ou la présentation de la base ait fait l'objet d'un investissement substantiel. Donc c'est ça le critère de la protection. S'il y a eu un investissement financier, humain ou matériel qui était substantiel, le producteur de la base de données peut bénéficier de cette protection spécifique. Alors, ça sera à ce producteur d'établir la preuve de l'existence de ces investissements substantiels. Donc là aussi, une bonne pratique, c'est de conserver toutes les preuves de ces investissements. Donc, conserver très concrètement les contrats de travail des personnes qui travaillent sur la base de données, les factures des sous-traitants auxquels vous pourriez être amené à faire appel en relation avec la base, les factures liées à de l'achat de matériel informatique, par exemple. Donc, tous ces éléments qui démontrent des investissements engagés par le producteur de la base doivent être conservés par le biais d'un dépôt probatoire ou en tout cas conservés dans l'entreprise, parce que c'est ces éléments-là qui vous seront demandés par le juge si un jour vous voulez actionner la protection parce que vous avez fait l'objet d'une copie totale ou partielle de votre base. Et la protection du contenu de la base, elle est d'une durée de 15 ans, renouvelable à chaque investissement qui est fait par le producteur. Donc voilà, ça c'est un aspect qui est aussi à ne pas négliger. Et je vais passer la main au cabinet Le Gouen pour la partie brevet.